Le débat, il porte sur la neutralité ou la non-neutralité de la monnaie. Ce qu'on vous a enseigné jusqu'à maintenant, à propos de Adam Smith par exemple, ou à propos de Jean-Baptiste Say, qu'est-ce qu'on vous a enseigné? On vous a enseigné, disons, leurs principaux apports concernant l'économie réelle. D'accord? Lorsqu'on dit qu'Adam Smith, il est célèbre par sa principale œuvre, la nature et les causes de la richesse des nations. Donc la grande question c'est quoi? Comment s'enrichir? Comment s'enrichir? Sur quel plan? En termes de biens réels. En termes de biens réels. Lorsqu'on parle un peu d'Adam Smith, c'est qui Smith? C'est lui qui a traité la première grande question économique, comment est-ce qu'il est possible de s'enrichir? Aussi bien pour les nations, aussi bien pour l'économie internationale. Lorsqu'on tu dis rapport de Jean-Baptiste Say, c'est qui Jean-Baptiste Say? Il est célèbre par sa plus célèbre loi, la loi des débouchés. L'offre crée sa propre demande. Les biens s'échangent contre les biens. C'est toujours l'économie réelle. C'est également vrai pour David Ricardo. D'accord? Donc pour David Ricardo également, il a défendu la théorie de la valeur travail. Donc lorsqu'on parle de la valeur travail, sur quel plan? Sur le plan économique réel. Pour s'enrichir, c'est-à-dire à propos d'une nation, Smith, Ricardo et Jean-Baptiste Say, tous les trois et les autres économistes classiques, ils sont d'accord sur un point. D'accord? L'économie est toujours en équilibre. Quelle économie réelle? La production, toujours en équilibre avec la demande. Vous savez pourquoi? Parce que pour Smith, Ricardo, Say et les autres, la monnaie elle est neutre. Donc on peut théoriser, on peut développer l'apport de Smith, Ricardo et Say, pas à partir de l'économie réelle, mais à partir de l'économie monétaire. Smith, Ricardo et Jean-Baptiste Say, ils sont contre l'intervention de l'État. Ils sont pour un État gendarme. Ils sont pour la main invisible. L'intervention de l'État n'a été jamais nécessaire. Ils n'ont jamais recommandé l'intervention de l'État dans le domaine économique. Vous savez pourquoi? Parce que pour la monnaie, elle est neutre. Pourquoi on va exiger à ce que l'État intervienne alors que l'économie, elle s'autorégule? Donc, quel est le rôle de la monnaie? C'est un moyen, donc il a un rôle minime. Il a un rôle minime pour s'enrichir, pour créer la richesse, pour créer l'emploi. D'accord? Il suffit d'épargner, il suffit d'investir. Et quel est le rôle de la monnaie? Il facilite l'échange. Donc pour eux, la principale fonction de la monnaie, c'est quoi? Instrument d'échange. C'est ça la loi des débouchés. C'est ça la richesse des nations de Adam Smith. C'est ça les principes de l'économie politique de David Ricardo. Ce qui est vrai pour les classiques est vrai pour les néo-classiques. Ils partagent la même idée sur le plan monnaie. Sur le plan monnaie. D'accord? Donc la seule réalité importante pour créer la richesse, c'est la non-intervention de l'État. C'est que la monnaie, ce n'est qu'un voile. Niqab, un voile. D'accord? Donc son rôle, il est minime. 15, il intervient en 1936. Donc, on part de la révolution keynésienne. Sur quel plan? Sur deux plans. Sur le plan, il a critiqué la théorie, on peut dire la théorisation de l'économie réelle des libéraux, les classiques et les néo-classiques. Et en plus, qu'est-ce qu'il a apporté en plus? Il a montré l'importance de la monnaie. Donc pour lui, l'État, il doit intervenir. L'intervention de l'État, il est indispensable
Parce que l'économie, il n'y aurait jamais autorégulation. Vous savez pourquoi? Parce que la monnaie n'est pas neutre. Parce que la monnaie, elle est active. Donc la monnaie, elle perturbe le jeu, c'est-à-dire de l'autorégulation par les mécanismes du marché. D'accord? Donc on peut parler, c'est-à-dire développer ce grand débat entre les grands économistes à partir de l'économie réelle, ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, mais également on peut le traiter et l'étudier à partir de l'économie monétaire. Comment est-ce qu'il est possible de s'enrichir? Ça, c'est un débat. La monnaie est-elle neutre ou pas? C'est un autre débat. Mais il mène vers la même direction. Pour les uns, la monnaie n'est pas indispensable, elle est neutre. Donc ce qui est important, c'est quoi? C'est le travail, c'est la production, c'est l'investissement, c'est l'épargne. Pour les autres, non. La monnaie est capable de perturber l'équilibre automatique. C'est pour cette raison que Keynes, à propos des classiques, à propos des libéraux, il parle de quoi? Donc pour lui, pour Keynes, il peut y avoir un équilibre sur le marché des biens et des services. D'accord? Mais en même temps, avec un déséquilibre sur le marché du travail. C'est pour ça que Keynes, il parle de quoi? L'équilibre de sous-emploi. Vous savez pourquoi? À cause de la monnaie. À cause de la monnaie. Parce que la monnaie n'est pas neutre. Par contre, Smith, Ricardo, Jean-Baptiste, le néoclassique, il parle de quel équilibre? C'est-à-dire, et je cite Keynes, d'après Keynes, les classiques et les néoclassiques, toute leur théorie, ils parlent de l'équilibre de plein emploi. Prenons l'exemple de Jean-Baptiste. On ne peut pas avoir en même temps un équilibre sur le marché du bien et un déséquilibre sur le marché du travail. Impossible. S'il y a équilibre, il est partout, aussi bien sur le marché des biens et services que sur le marché du travail. C'est pour ça qu'il part d'un équilibre de plein emploi. Donc lorsqu'on dit un équilibre de plein emploi, ça veut dire deux marchés. Équilibre de plein emploi, deux marchés. D'accord? Équilibre signifie quoi? L'équilibre sur le marché des biens et des services. De plein emploi signifie quoi? L'équilibre sur le marché du travail. À quoi est égal le chômage? Il est égal à zéro. Donc si jamais il y a chômage, quelle est la cause? Volontaire. Parce que la personne qui est en chômage, il n'est pas dans un chômage involontaire, il est dans un chômage volontaire. Qu'est-ce qu'il dit? Non. Il peut y avoir équilibre, mais pas de plein emploi, de sous-emploi. Ça veut dire que on peut avoir offre globale est égale à la demande globale par rapport au bien, mais en même temps, il y a le sous-emploi, il y a le chômage. Et quel chômage? Pas volontaire, involontaire. Ça veut dire que les chômeurs, ils cherchent le travail, ils veulent travailler, mais il n'y a pas d'emploi. D'accord? Pourquoi il n'y a pas d'emploi? Parce qu'il parle de ce qu'on appelle la rigidité monétaire des prix. Le salaire, il est rigide. Quel salaire? Monétaire. Le salaire. Les prix, ils sont rigides à court terme. Donc ça veut dire quoi rigide? Donc on ne peut pas faire jouer librement le jeu du marché. C'est quoi rigide? Ça veut dire que quand l'offre est supérieure à la demande, les prix, normalement, ils baissent. C'est quoi rigide? Ils ne baissent pas. Donc qu'est-ce qui fait la rigidité des prix monétaires nominaux? Qu'est-ce qu'il fait? Il force le jeu du marché. L'offre de travail est supérieure à la demande, donc il y a beaucoup de chômeurs. Normalement, le salaire il doit baisser, mais il ne baisse pas. Vous savez pourquoi? Parce que sur le travail, les salaires sont rigides. Et d'ailleurs, lorsqu'un employé il emploie ou il embauche un ouvrier, l'embauche est sur quel plan? Il sur quel plan? Sur un contrat. Dans le contrat, on ne va pas mettre dans le contrat que le salaire va baisser. Ça veut dire quoi un contrat? Le salaire est rigide. Ça veut dire quoi rigide? Même si l'offre est supérieure à la demande, le prix ne baisse pas. Le prix pour les biens et le salaire pour le marché du travail. Pourquoi tout cela? Pourquoi? Parce qu'il y a quand même
on peut l'expliquer à partir de la variable la monnaie monétaire. Donc, pour vous faire comprendre que pour comprendre l'économie monétaire, on ne peut pas la séparer, l'économie monétaire, de l'économie réelle. Je répète, tout ça veut dire quoi ça? Que ce cours d'économie monétaire, il devrait compléter ce que vous avez reçu, disons, jusqu'à maintenant, en économie réelle. Donc, il y a le SMIC de la richesse, il y a le SMIC de la valeur du travail, mais il y a le SMIC de la monnaie. Et il y a Jean-Baptiste Say de la richesse, le Jean-Baptiste Say de l'équilibre, mais il y a Jean-Baptiste Say de la monnaie. Il y a 15 de l'équilibre, de la richesse, mais il y a 15 de l'économie monétaire. Donc ça dépend de quel volet on se place. Mais attention, par la suite, je pense par exemple pour les années, c'est-à-dire après la deuxième année, quand vous allez traiter un thème en économie, vous serez obligé de le traiter des deux volets. C'est pour ça que je vous ai mis dans le chapitre 2 l'équilibre ISLN. C'est un équilibre comment? Il est à la fois, il concerne le marché des biens et le marché monétaire. D'accord? Et le marché monétaire, il ne va pas influencer sur l'équilibre sur le marché des biens. Et c'est quoi le marché monétaire? C'est le taux d'intérêt, c'est l'offre de la monnaie, c'est la demande de la monnaie. D'accord? C'est pour ça que normalement, en se limitant uniquement à l'étude de l'économie réelle, qu'est-ce qu'on dégage comme conclusion chez Smith, Ricardo, Jean-Baptiste? L'offre globale est égale à la demande globale. O est égal à D. D'accord? Mais en analysant les choses, ça donne quoi? Ce qu'on appelle l'équilibre IS. Quel équilibre? L'investissement est égal à l'épargne. D'accord? Mais à quel moment l'épargne, c'est-à-dire l'épargne, c'est le présent. L'épargne, c'est le présent. Mais on peut transformer l'épargne en investissement. Donc ça veut dire quoi ça? Il faut que l'épargne se forme monétaire. Il faut qu'il garde sa valeur. Sinon, si j'épargne aujourd'hui pour investir demain, et si l'épargne il baisse de valeur, ça n'a pas de sens. Donc je fais le calcul. Est-ce que je garde l'argent liquide que j'ai, mon revenu, est-ce que je le garde sous forme liquide? Je pars de mon revenu, c'est-à-dire annuel. D'accord? Est-ce que je le garde à un moment donné sous forme liquide? Est-ce que c'est-à-dire une partie liquide, une partie j'achète des biens? C'est ce qu'on appelle, ce que Keynes appelle la préférence pour la liquidité, ou ce qu'on appelle la détention, l'encaisse monétaire. Supposons que c'est le début du mois. Après, qu'est-ce que je fais? Je prends tout mon salaire pour acheter tous les biens, ce dont j'ai besoin durant le mois. Mais attention, il y a des imprévus. Donc je serai obligé de ne pas tout transformer en biens de consommation. C'est-à-dire garder une partie sous forme liquide. Pourquoi? Parce que d'après Keynes, par exemple, il n'y a pas que les transactions, il y a la précaution. Également, je cherche moi, d'accord, avec mon revenu, je cherche également à spéculer, d'accord. Donc si jamais je trouve devant moi une bonne occasion et j'ai pas d'argent, j'ai pas de liquide, donc je suis exclu. Qu'est-ce que je fais? Une partie pour la consommation, une partie de mes revenus pour les précautions et une troisième partie pour la spéculation. Si jamais le prix d'un titre, il baisse, qu'est-ce que je fais? D'accord? Les titres financiers. Lorsqu'on parle de titres, c'est quoi ça? C'est une forme du patrimoine. C'est une forme de détention. Par exemple, je peux à un moment donné, c'est-à-dire mes revenus, je peux une partie la garder pour les transactions courantes, une partie en caisse pour les précautions, une partie, lorsque je dis les transactions, c'est pour acheter les biens et les services, le transport, l'habillement, tout ça. Une partie pour les précautions, pour les imprévus, et une partie pour spéculer. Pourquoi spéculer? Parce que je cherche également à m'enrichir. D'accord? Spéculer où? Sur le marché des titres.
sur le marché des actions, sur le marché des obligations. Si jamais l'occasion se présente, pourquoi pas? D'accord? D'accord? Donc c'est pour cette raison que l'agent, l'individu, à tout moment, il est obligé. Et dans son intérêt, et ça dépend de son comportement, ça dépend de ses aspirations. À tout moment, on ne peut pas l'obliger. Il ne peut pas prendre la décision selon laquelle tout le revenu est transformé en bien. Tout le revenu est transformé en des titres. Non. Une partie pour les biens, une partie pour la consommation courante, une partie pour les précautions, une partie pour la spéculation. C'est ce qu'on appelle la détention de la monnaie, ce que Keynes appelle la préférence pour la liquidité. Pour vous montrer quoi? Que la monnaie n'est pas neutre. Il influence les décisions de consommation, les décisions d'investissement et les décisions de spéculation. Attention.